Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Cameroun Vibe Radio pour cette nouvelle édition de Follow Me. Nous émettons depuis notre studio 123 à partir de Washington DC. C'est la capitale fédérale des États-Unis. Il est 16h ici, heure locale. Au menu de cette édition, nous aurons à débattre pour thème dans cette édition: déstabilisation de l'Afrique. Quel rôle peut jouer la diaspora africaine? Et comme invité dans ce studio, nous attendons le docteur Amoulke, qui est géostratège des politiques africaines. Nous avons également dans ce studio Monsieur Claude, qui est de la société civile et qui est un observateur averti des politiques africaines. Bonsoir Monsieur Claude et bienvenue sur Cameroun Vibe Radio. Merci. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Oui, une fois de plus, chers auditeurs, dans ce studio, vous avez la possibilité aujourd'hui de participer à cette édition de Follow Me en appelant notre standard au 240 701 37 32. Je répète, appelez notre standard si vous voulez participer à cette émission au 240 701 37 32. Dans cette émission, je suis votre humble serviteur, je l'ai toujours été. Appelez-moi simplement le Maréchal Tiano. C'est avec cette musique de ce très valeureux homme africain, Alpha Blondy, dans ce titre intitulé « J'ai tué le commissaire ». Écoutez plutôt ceci et l'on se retrouve derrière la musique pour la première partie de cette émission. Avant qu'elle ne pousse, il me dit tu l'es toute avant qu'elle ne grandisse. C'est pourquoi j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. Oh non, non. J'ai tué le commissaire, la peine capitale sera ma sentence. Un jour je me suis senti si libre, j'ai voulu quitter la ville. Quand soudain j'ai vu commissaire John Brown, il essayait de froidement me liquider. Il voulait tout simplement m'exécuter. Merci une fois de plus, chers auditeurs, de vous joindre à nous. Installez-vous confortablement parce que nous allons commencer cette édition de Follow Me. Vous êtes bel et bien sur Cameroun Vibe Radio. C'est cette radio numérique que vous pouvez écouter à partir de votre téléphone cellulaire, à partir de votre desktop ou votre iPad, dans votre voiture, à la maison comme au boulot. Je suis le Maréchal Tiano et nous allons commencer la première partie de cette émission. Dans la première partie, nous allons aborder les facteurs qui tendent à déstabiliser l'Afrique. Comme invité, je vous l'ai dit tantôt, nous avons dans ce studio Monsieur Claude. Une fois de plus, Monsieur Claude, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, c'est un plaisir de m'avoir invité aussi dans votre beau studio. Alors, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler des peuples africains. Oui, on n'a pas choisi Alpha Blondy par hasard. On sait que c'est un monsieur qui a souvent pris des positions un peu drastiques par rapport à la politique, si on en parle du côté de la Côte d'Ivoire. Ah, mais c'est un vieux compagnon de la politique. Tout à fait. Donc, comme facteur qui tend à déstabiliser l'Afrique, je vais juste mentionner et puis immédiatement on va passer à la deuxième partie de cette émission. On a par exemple les guerres civiles en Afrique, Monsieur Claude. Vous voyez de plus en plus, ou alors de façon constante, on observe beaucoup de guerres dans les pays africains, surtout les pays subsahariens. Si on prend le cas des anciens pays comme quand je dis anciens pays de guerre, bien sûr, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Congo. Et la liste n'est pas exhaustive. Ça, c'est entre autres différents facteurs qui tendent à déstabiliser l'Afrique. Je crois que vous partagez cet avis avec moi. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est vrai que l'Afrique, c'est une belle femme. L'Afrique est une belle femme doit être convoitée. L'Afrique est un accident géologique, vous savez bien. Tout à fait, tout à fait. Et également, nous avons aussi un autre facteur qui déstabilise l'Afrique, c'est ces maladies qu'on a tropicalisées. On a eu, par exemple, un cas très récent, c'est le cas d'Ebola.
on a vu comment les frontières étaient fermées et d'une façon directe ou indirecte, elles tendent à déstabiliser l'Afrique. Donc également les maladies tropicales, en dehors d'Ebola, on a eu ce fameux paludisme qui a toujours existé et qui continue à tuer en Afrique. Oui, mais sincèrement, mais j'aimerais qu'on commence par là où le bas blesse énormément. Ça va dire que les richesses africaines. Ça veut dire que je viens de dire que l'Afrique, c'est une très belle femme qui est convoitée. Alors quand les autres ont faim, ils vont s'abreuver dans le marigot africain, qui est si convoité. Je veux qu'on aborde d'abord ce sujet-là, qui est un sujet poignant aujourd'hui en Afrique et à travers le monde. Tout à l'heure. C'est un problème que vous voulez que d'abord. Tout à fait. Nous avons une heure d'édition aujourd'hui, mais nous allons d'abord, dans un premier temps, comme je l'ai dit, lister les facteurs de déstabilisation. Nous avons également les économies déficitaires, à savoir ces pays qui ne peuvent pas se prendre eux-mêmes en charge lorsqu'il y a une crise comme une maladie ou encore comme ce nouveau-né de déstabilisation en Afrique qui est le terrorisme avec Boko Haram. Oui, nous avons compris déjà que l'Union africaine est d'abord inexistante. Et puis, nous sommes en train de voir déjà comment nos forces de défense aussi ne sont pas entraînées comme il le faut. Parce que les chefs d'État sont là pour former ceux qui vont le défendre demain après-demain. Pas pour défendre une population. C'est pour laquelle nous voyons ce qui est Boko Haram en train de faire aujourd'hui au Nigeria et au Cameroun. Et tout ça, nous rendons compte que le Cameroun est seul dans son combat. Ça veut dire que la CEDEAO ne se mobilise pas, l'Union africaine ne se mobilise pas. Ben, vous venez de dire quelque chose d'assez pertinent là. Alors ça c'est bien sûr votre point de vue, mais comment est-ce que vous trouvez que l'armée n'est pas formée? Je pense que les gouvernements, pour la plupart des cas, ils envoient l'armée se former en Occident. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils devraient être prêts pour répondre à quel que soit le désordre qui se crée localement. Ah, mais bien sûr, parce qu'il y a une preuve déjà tangible que nous avons vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Les forces exogènes sont arrivées et puis ceux qui sont sur place n'ont pas pu résister. Ah voilà, ça s'est passé en 2 temps, 3 jours et puis voilà, la capitale a été prise. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le cas de la Centrafrique, c'était une volonté manifestante de la population? On pense que c'est un peu la même chose qui s'est passé au Burkina Faso. Lorsque la population en a ras-le-bol, ils peuvent se soulever et face à l'armée, l'armée aussi qui fait partie de la population n'en peut rien. Est-ce que c'est pas ce qui se passe souvent? Vous savez que quand une blessure met long à guérir, elle est pourrie. Ce qui fait, c'est que le peuple centrafricain a été surpris. Ah oui, aujourd'hui c'est réveil. Parce qu'il a compris le cas de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'une pointe dit, c'est que la Côte d'Ivoire devait réveiller la conscience africaine. Pour qu'ils comprennent que ça peut assurer, c'est parce que le voisin peut aussi arriver chez vous un jour. Nous avons dormi une carte en croyant que ça ne peut pas arriver chez nous. Alors la Centrafrique a été surprise. Et l'armée centrafricaine, comme vous connaissez bien, à partir du temps de Bokassa jusqu'à Bozizé, ces gens-là qui étaient au pouvoir voulaient seulement avoir une armée pour les défendre. Mais entre l'armée, il y a aussi une force, comment je peux dire, une armée dans l'armée. Ça veut dire que l'armée même du président de la République, qui est la garde présidentielle, c'est elle-même qui est l'élite. La sécurité présidentielle. Ah oui, bien sûr, voilà, excusez-moi, c'est même le mot. C'est elle le noyau même de la force du pays. Le reste là ne sert à rien. Oui, ben, est-ce que vous pensez que c'est suffisant d'avoir une sécurité présidentielle et de penser que le gouvernement ne peut pas être renversé si vraiment la population en a ras le bol? Ah, là, c'est un problème qui nous renvoie dans le cas du Burkina. C'était une surprise pour tout le monde. Hein. Voilà. Et même pour nos frères de l'autre côté, hein, on était surpris. Et ils avons vu au sommet de comment on appelle ça, du Sénégal, de la francophonie. Tout à fait. Et ils ont voulu faire la récupération politique. On nous a dit non, le peuple africain devait commencer à être mûr. Alors maintenant, il faut trouver des solutions chez nous, en Afrique. Tout à fait. Donc, comme le dernier point également... des facteurs qui tentent à déstabiliser l'Afrique. Nous avons également les rivalités des grandes puissances pour contrôler les ressources. Les ressources, nous avons le cas du Mali, nous avons le cas du Soudan où on a vu pour des intérêts égocentriques le Soudan qui a été divisé en 2 parties. Pour rappeler à nos auditeurs, le Soudan servait une sorte de liaison entre l'Afrique islamiste et l'Afrique anémienne, mais aujourd'hui qu'il est divisé en 2 pays pratiquement, il ne sert plus de ce rôle. Donc comme ça, il était d'abord question pour nous d'identifier ces facteurs-là. Maintenant que les facteurs sont identifiés, nous allons passer à la deuxième partie
qui est maintenant le rôle que peut jouer la diaspora africaine. Mais avant qu'on arrive au rôle que peut jouer la diaspora africaine, d'après vous, Monsieur Claude, quel rôle peut jouer déjà la jeunesse africaine, même en Afrique, pour la lutte contre cette déstabilisation? La jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui rebondit, qui se réveille aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est déjà mûre. Et parce que nous avons vu la jeunesse africaine se lever au Burkina. Et elle s'est levée aussi d'une partie en Côte d'Ivoire. Dès que M. Compaoré est parti se réfugier en Côte d'Ivoire, on l'a dit non, ici c'est pas le chevaux. C'est pas là où vous devez venir avec toute la poubelle. Dégagez. Il est parti au Maroc, même chose. Il est parti au Gabon, même chose. Ça veut dire que l'Afrique est en train de vomir ses vieux dictateurs. Oui, mais le fait qu'il soit d'abord allé en Côte d'Ivoire, est-ce que cela ne montre pas une sorte de connivence depuis l'origine? Est-ce que c'est pas comme chez nous on dit si j'ai un problème aujourd'hui, tu me viens en aide. Demain, quand tu as une difficulté, je te viens en aide. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec le président déchu burkinabé? Non, ne parlons pas comme des politiciens. Ils ne sont pas des politiciens, mais nous savons bien que son voisin, là où il est parti, il a bénéficié de ses bienfaits dans le passé pour être là où il est. Alors aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il le récompense aussi un retour. Bon, une fois de plus, on remarque que dans tous les différents cas de figure, le soulèvement a été né en Afrique. Ça veut dire que en réalité, la diaspora n'a encore rien prouvé en ce qui concerne ces différents cas de figure. Bon, la diaspora peut faire quelque chose, mais il faut que le peuple qui est sur place se soulève d'abord et qu'on voit une étincelle qui est là-bas et nous allons allumer le feu. Parce que sans cette étincelle-là, il n'y aura pas feu. Parce que la diaspora, nous sommes galvanisés avec tout ce que nous pouvons faire pour aider ce peuple. Nous sommes partis, et beaucoup sont partis avec différentes raisons. Et beaucoup tentent à revenir aujourd'hui parce que comme sont dehors pendant des années. Avec des familles ou sans famille. Alors il veut revenir aujourd'hui pour que l'Afrique se réveille. Donc nous voulons que la jeunesse africaine qui est sur place, qui vit le martyre au quotidien, et tout ce que nous connaissons comme la famine, la misère, la pauvreté, les maladies et tout, elle est plus concernée que nous qui sommes à l'extérieur. Alors nous voulons que cette jeunesse se lève comme elle a commencé à se lever là, et nous allons le faire le reste. Tout à fait. Ça veut donc dire que c'est un peu avec raison que d'aucuns ont qualifié les gens de la diaspora de parfois honnêtes. Ils nous définissent comme des gens qui ont fui le front et maintenant qu'on est à l'abri, on essaye de parler. Est-ce que c'est comme ça que vous définissez aussi également? Non, mais il faut qu'ils sachent que dans une marche, il y a des leaders et il y a aussi ceux qui suivent les leaders. Tout à fait. Eux qui sont sur place, c'est eux qui doivent nous suivre. Nous allons voir qu'ils sont mobilisés à nous suivre. Et nous allons leur montrer que vraiment nous sommes là. Parce qu'ils sont partis dehors pour prendre les forces, pour prendre le temps de bien sauter. Tout à fait. Donc, une fois de plus, je retiens dans ce que vous avez dit qu'il devrait, que la diaspora ne pourrait pas agir de façon directe dans un changement drastique pour l'Afrique. Il faudrait qu'on puisse, dans un premier temps, identifier des leaders qui sont sur place en Afrique et de connivence avec ceux de la diaspora, pouvoir faire quelque chose pour. Bien sûr, parce que c'est eux qui vivent le martyre sur place. Nous vivons de l'extérieur. C'est comme un miroir que nous regardons. Alors, nous voulons que cette jeunesse africaine qui a commencé à se lever, continue à se lever, comme elle est en train de se lever là. Et nous sommes très fiers. Et les diasporas saluent la jeunesse africaine aujourd'hui. Mais concrètement, est-ce que vous pensez que la diaspora fait vraiment assez pour contribuer comme il le faut par rapport à cette déstabilisation? Ah bon, mais concrètement, je ne sais pas. Je me demande ce que vous entendez par réagir. Je ne comprends pas. De quelle façon vous voulez que la diaspora intervienne directement dans nous croyons que déjà les médias sont créés et puis nous sommes en communication directe avec le peuple régulièrement. Nous nous relions régulièrement pour savoir ce qui se passe et que bientôt nous plus prendrons des actions qu'il va falloir prendre au moins opportun. Oui, parce que je prends par exemple deux cas de figure. Je prends le cas du président gabonais qui, lors du dernier sommet États-Unis-Afrique,
a été d'une sorte agressé par un de ses ressortissants ici, et malheureusement qui a été battu par un de ses gardes proches. Je crois que ce problème est encore au secrétariat d'État pour études. Alors, est-ce que c'est pas trop facile pour nous de la diaspora d'attendre que le président soit en visite et qu'on essaye, par exemple, d'aller se mettre devant les ambassades avec les pancartes et de penser que nous sommes aussi en train d'agir? Ouais, mais c'est là qu'on peut les voir et c'est là qu'on peut réagir. Parce que là, au moins, si nous savons protéger. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et dans ce pays-là où ils ont voulu parler haut et fort. Donc, ils sont partis de là en catimini. Et puis, ils sont partis là-bas en catastrophe. Parce que ces gens sur place ont muselé la population. Surtout muselé l'opposition. Ça veut dire que nous sommes ici là parce que nous voulons être ici. Et ils sont ici parce que c'est les conditions qui nous font rester ici. Mais nous sommes en éveil. Nous sommes toujours prêts à intervenir à tous les niveaux. Mais ce que nous avons à la jeunesse africaine, nous sommes avec elle. Oui, ça c'était par exemple un cas de figure. Nous avons également une autre situation qui se passe en Europe où un citoyen camerounais a attendu que le président du Cameroun se retrouve là-bas et qu'un membre de cette organisation appelée le Code crée sur lui de passage dans le couloir d'un hôtel. Est-ce que ça c'est des actions qu'on pourrait qualifier d'éveil de la diaspora ou alors des actions justifiées de la diaspora? Moi je vous coupe la parole pour vous dire que un geste positif, un geste poignant qui a été vu à travers le monde et que le peuple africain ou le peuple camerounais a suivi, et ça donne des bombes au cœur du peuple camerounais qui dit que voilà, et donc ça veut dire qu'ils pourront réagir. Alors ils seront plus forts quand ils ont vu ce geste-là qui s'est passé. Ils ont compris que nous ne sommes pas abandonnés, ils ne sont pas abandonnés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas relevés nous-mêmes. Donc il y a aussi des gens qui nous regardent et qui font comme nous, et ça donne beaucoup de courage à ce peuple-là. Tout à fait. Merci une fois de plus, monsieur Claude, d'avoir accepté notre invitation. Très chers éditeurs, comme je le disais au début de cette émission, vous pouvez participer à cette émission en composant notre code d'accès, le 240 701 37 32. Nous avons choisi comme artiste du jour monsieur Alpha Blondy, qui est un panafricain également comme nous, qui nous retrouvons dans ce studio, et nous allons souffler en musique pour la première pause musicale. Écoutez plutôt ça. Hey, hey, hey. Don't you know I got keys out of 3 when I church out in church bag. Louis now said, well, holding all the work, yeah. What you know about that? What you know about that? What you know about that? Hey, I know all about that. Loaded 4-4. Sitting pretty, no I'm shining dog. Riding with a couple Latin bras and a China dog. Hey, you know how we ball. Right in the shiny car. Walk in designer mall. Buy everything we saw. You know about me, dog. Don't talk about me, dog. And if you got me, dog, you gotta out me, dog. I'm throwed off slightly, bruh. Don't wanna fight me, bruh. I'm fast as lightning, bruh. You better use your Nikes, bruh. Somebody is working out the sound system. I say Jaja rhythm. You're moving through space and time. Brother Thumpy ain't got enough feel. He's beating down the best line. Why don't you get on board the Zion Express? You're saying
crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile Rasta. Rasta live. Coco, Coconut, crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile Rasta. Merci, merci une fois de plus, chers auditeurs. Vous écoutez comme ça la ponctuation musicale de cette édition de Follow Me. C'est ce titre intitulé Cocody Rock de Alpha Blondy. Dans ce studio, nous avons pour invité Monsieur Claude et nous avons pour thème aujourd'hui déstabilisation de l'Afrique. Quel rôle peut jouer la diaspora? Monsieur Claude, nous parlons tout à l'heure de l'éducation de la jeunesse africaine, de l'éducation également de la diaspora. Maintenant, nous allons parler des prises de position quand même des leaders africains et ainsi que ceux de la diaspora. Nous avons, par exemple, c'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de regrets également que je parle de ça pour une activité très récente. Déjà au niveau de la gestion de Ebola, malheureusement, on a une fois de plus, ce n'est que l'Occident qu'on a vu d'une façon et d'une autre courir au chevet des sinistrés. Les Africains, on ne les a pas trop vus, Monsieur Claude. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça démontre ce que nous appelons la division africaine, créée par l'Africain lui-même. Vous voyez que ça s'est passé comme si les Africains étaient absents de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez quand le président Gbagbo devait être délogé de son palais, comme les Africains ont regardé le scénario comme s'ils regardaient un film qui les faisait rire. Et je pense que c'était autre chose. C'est passé au nord du pays de l'Afrique que tout le monde connaît. Alors voilà. Ils n'ont pas vu les présidents africains ne cotiser qu'un CFA symbolique pour dire que voilà, mais nous avons vu les présidents africains fermer, circoncire les frontières. Oui. C'était mieux pour dire que voilà, on se fait circoncire pour circoncire la maladie. C'était bien réfléchi, mais alors là, une solidarité africaine, je l'ai pas vue. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que c'était faute de moyens financiers ou alors Non, je crois pas que c'est faute de moyens financiers, c'est manque de volonté et d'amour pour son prochain. Une fois de plus, ça va compliquer les présidents africains. Oui, parce que chacun jouait à l'individualisme. On ferme les frontières, on contrôle si Ebola n'est pas entré. Mais c'est ce qui est peut-être normal. Un scénario vraiment emmerdant, un scénario de honte pour l'Afrique. Mais au moins, au moins, on pouvait aller plus loin que ça, à savoir peut-être même dans nos pays, nous avons des médecins qualifiés qui peuvent suivre les méthodes stricte d'isolation, à savoir que peut-être le Congo qui pouvait choisir 10 médecins pour envoyer en Guinée et au Sierra Leone, le Cameroun, l'Algérie, ou bien, mais on n'a pas vu ça. Mais il fallait attendre la réaction extérieure. Je vous dis qu'il fallait que nos dirigeants se lèvent comme sur la personne et désigner les médecins. Les médecins ne peuvent pas se lever comme ça tout seul pour aller courir derrière leurs frères. Il faut un planning pour ça. Il faut des moyens financiers. Et pour le faire, il faut mobiliser toute une équipe pour le faire. Et l'Union africaine est là pour ça. Et très récemment, aujourd'hui, ça se répète avec la situation très nouvelle du terrorisme en Afrique, Boko Haram. Est-ce que si on prend le cas du Nigeria aujourd'hui, et du Cameroun, qui sont les deux pays les plus frappés pour l'heure, est-ce que les d'autres pays, par exemple comme le Mali ou encore ces autres pays où les terroristes sont frappés avant, se disent pendant que nous étions en difficulté, ces pays ils sont restés bouche bée et aujourd'hui c'est leur tour. Mais vous partez très loin. Regardez seulement le Congo, Brazzaville qui est à côté. Regardez le Tchad, regardez aussi le Gabon qui est avec nous, qui est à côté. Mais qu'est-ce que ces pays ont fait? Ils n'ont rien fait. Mais malheur de comble, c'est une grande honte quand il a fallu que les Français attaquent le président gabonais, soi-disant qu'il n'est pas gabonais, qu'il est venu voir pour lui, pour dire mon grand frère, faisons ensemble. Mais c'est du honte. Déjà que le Cameroun est seul dans son combat. Le voisin n'est pas là. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ces fortes la fassent? Et ils vont oublier qu'après le Cameroun aujourd'hui, elle sera le Gabon demain. Et la Côte d'Ivoire, et comment on appelle encore ça? La Guinée-Côte d'Ivoire après demain, hein? Ah voilà. Donc il faut une mobilisation africaine vraie.
Une fois de plus, c'est très dérisoire parce que nous ne pouvons, en tant que membres de l'Occident, réagir directement face à cela. Mais je pense que déjà, si nous sommes éduqués et si nous sommes regroupés, nous pouvons de façon avec des influences directes ou indirectes, participer au développement de l'Afrique. Nous allons prendre notre premier auditeur en ligne. Il appelle du Maryland. Il s'appelle Rance. Bonsoir Rance et bienvenue sur la radio numérique. Oui, bonsoir Maréchal. Oui, aujourd'hui nous parlons de la déstabilisation de l'Afrique. Quel rôle peut jouer la diaspora africaine? C'est un plaisir pour nous de participer à cette émission, Monsieur Rance. Ben, écoutez, Maréchal, c'est avec beaucoup de plaisir que je peux apporter ma contribution sur ce que peut jouer le rôle que peut jouer la diaspora pour le développement de l'Afrique. Vous êtes sans ignorer que, bon, c'est vrai que vous me tenez au vif là, mais c'est vrai que la croissance économique actuellement au niveau de l'Afrique est de l'ordre de 5,3%. Ok. Et c'était entre 2004 et 2014. Okay. Évidemment, quand on regarde cela ne peut que faire relever l'Union européenne avec moins de 1% sur la même période. Okay. Mais seulement, il faut noter que la croissance économique africaine n'est pas inclusive et puis ne s'accompagne toujours pas de création d'entreprises. Et même, je dirais, d'emplois décents. Donc, tout ceci génère donc de graves inégalités que les gouvernements africains semblent considérer comme une priorité secondaire. Alors que d'ici là, la population va doubler d'ici 2050 et pourra atteindre environ 2 milliards d'Africains dans le monde, ce qui constitue un très grand marché. Donc, la diaspora africaine devrait s'appesantir beaucoup sur cette croissance et apporter un peu sa contribution, surtout en termes prioritaires en matière de paix et de sécurité. Ok. Donc, à mon avis, je pense que sur la paix et sur la sécurité, et en même temps que sur le transfert de technologie, cela devrait être des points sur lesquels la diaspora africaine devrait absolument intervenir. Alors, je vous prends à bout comme ça. Concrètement, vous avez parlé de transfert de technologie. Alors, concrètement, ou bien comment est-ce que cela pourrait être possible? Est-ce qu'il faut que les ingénieurs, par exemple, formés dans la diaspora, qui peuvent, par exemple, être très utiles pour le développement économique de l'Afrique, qu'ils rentrent en Afrique, s'installer pour pouvoir stopper cette déstabilisation qu'on voit aujourd'hui? Ben, écoutez, l'un des problèmes majeurs que la plupart des ingénieurs ou bien de l'intelligence africaine rencontrent quand il est question de rentrer en Afrique, c'est surtout les structures qui sont sur place et puis les facilités de communication, de sécurité, et puis 3, de législation. Bien, cet ingénieur qui arrive avec tout son bagage intellectuel et puis toute sa connaissance technologique a besoin de communiquer. Il faudrait qu'il ait cette possibilité de communiquer et avec les gouvernements, et avec les institutions non gouvernementales, et avec le monde extérieur, avec qui il peut facilement échanger et communiquer de façon beaucoup plus effective. Il vous souvient, si vous avez bien entendu ce qui s'est passé lors du discours du président de la République camerounais. Il a dit qu'il mettait en place un plan d'urgence. Bien, ce plan d'urgence, c'est tout simplement pour essayer de sauver un peu les meubles. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne prédisait pas qu'il y aurait une chute du prix du pétrole. Donc le baril de pétrole a chuté et toutes les prévisions budgétaires qui avaient été mises en place, du coup, ne peuvent plus se réaliser. Et si cela ne peut pas se réaliser, cela veut dire que le budget ne sera pas réalisé. Et si le budget n'est pas réalisé, ça va créer des mécontentements de la part de la population. Et aucun gouvernement africain n'est prêt à accepter que la population se soulève. Et c'est dans ce cas que je vais également tirer le chapeau au président camerounais parce qu'il a compris le jeu très tôt. Il a dit qu'il mettait sur place 1 milliard de francs pour essayer de parer au plus pressant en faisant donc ce plan d'urgence.
Alors, permettez-moi un peu de vous interrompre. Est-ce que c'est pas un discours comme on l'a entendu par le passé, Monsieur Ront? Oui. Est-ce que ce n'est pas un discours comme ce qui a été dit par le passé et que aujourd'hui rien n'a été réalisé? Cela ne me semble pas tellement vain si on rentre dans les détails. Dans la mesure où, quand on regarde un peu le produit intérieur brut au niveau du Cameroun, il est en train d'augmenter. Okay. Et étant entendu qu'il est en train d'augmenter, il faut mettre sur place un certain nombre de mesures qui, si au jour d'aujourd'hui ne sont pas toujours appliquées, il n'y a pas de raison d'espérer que cela ne va pas s'appliquer. Donc, il faut absolument mettre ce genre de structure sur place afin que cet ingénieur qui arrive ait le moyen de valoriser sa connaissance intellectuelle sur le plan technologique, sur le plan scientifique et sur le plan même de l'installation des sociétés parce que il va forcément avoir des partenaires au niveau extérieur. Okay. Bon, l'une des difficultés que la plupart des ingénieurs ou la plupart des investisseurs rencontrent quand ils se rendent au niveau des pays africains, c'est que les structures législatives ne permettent pas toujours de sécuriser l'investissement. Pour parler un peu comme l'homme de la rue, est-ce que en mettant mon investissement au niveau de Douala, de Yaoundé, de Kousséré ou alors de Kolofata, je suis sûr que je vais pouvoir le rentabiliser. Tout de suite, vous avez compris que on va dire non, parce que déjà au niveau de Kolofata, on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des populations, des biens qui sont sur place. Donc, il y a un grand travail que le gouvernement devrait faire pour rassurer les investisseurs. Bon, là, Monsieur Ront, vous nous parlez du travail que le gouvernement devrait faire. Je voudrais recentraliser la question. La question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, c'est le travail que la diaspora peut faire. Parce que là, aujourd'hui, vous venez de nous donner, bien sûr, les détails précis et concis de ce que peut faire le gouvernement pour la lutte contre la déstabilisation de l'Afrique. Mais en tant que diaspora, vous avez pris un exemple au début de votre intervention. Vous avez parlé de ces ingénieurs formés ici qui pouvaient rentrer en Afrique. Alors, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas rentrer pour le moment. Alors, est-ce que vous avez une suggestion ou est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'ils pourront faire pour, par exemple, intervenir dans cette déstabilisation de l'Afrique qui, malheureusement, ne fait que s'empirer? Tout à fait. Nous avons des exemples. Les exemples sont légion. Au niveau de la communication, par exemple, il est possible de pouvoir faire des cours online. Les ingénieurs qui sont ici peuvent facilement enseigner des Camerounais et des Camerounaises qui sont dans les universités camerounaises en leur faisant des cours online. Tout à fait. Ça, c'est bien. Et de l'autre côté, il est également possible que la plupart de ces Camerounais ici puissent faire des conférences online pour pouvoir aider les entreprises qui sont sur place en matière de performance et en matière de rendement. Parce que vous savez, comme moi, que l'outil informatique avance très vite et c'est pas à la même vitesse que les gouvernements et les sociétés privées qui sont au Cameroun, dans le cas du Cameroun, avancent. Et naturellement, au niveau du privé, on avance très vite en matière de recherche, alors que au niveau du gouvernement, on marque le pas. Donc, l'intelligentsia qui se trouve au niveau de la diaspora devrait aider le Cameroun, devrait aider le gouvernement africain en leur disant, écoutez, vous ne pouvez pas ne pas vous arrimer au train de l'heure. Parce que si vous ne vous arrimez pas au train de l'heure, évidemment, vous serez en retard. Et quand un train est déjà parti de la gare, il est difficile de le rattraper. Merci beaucoup Rance pour votre contribution. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que Rance est également journaliste communicateur ici à Cameroun Radio Vibe et que vous pourrez écouter son émission ce samedi. Il parlera de terrorisme sur l'Afrique, Boko Haram et la liste n'est pas exhaustive. Merci Monsieur Rance pour votre brillante contribution. Nous avons un autre auditeur en ligne. Merci une fois de plus. Merci, je vous en prie. Ok, nous revenons comme ça dans ce studio avec Monsieur Claude qui forcément a une intervention par rapport à ce que le frère Rance vient de dire. Oui, par rapport à Rance, je viens de dire à Rance, vraiment il a des bonnes idées, mais
Les idées de Laurent sont des très bonnes idées, mais vraiment, le pouvoir en place en Afrique ne permet pas un bon épanouissement de la diaspora. Parce que l'équipe qui est sur place a échoué à tous les niveaux. Oui, parce que est-ce que c'est pas une stratégie de ces dirigeants africains ayant mis plusieurs années au pouvoir? Est-ce que c'est pas une stratégie d'endormir de façon continuelle le peuple avec à chaque période des nouveaux projets qui qui n'aboutisseront jamais, et à chaque fois on change de stratégie, on change de projet et on vient avec une nouvelle idée? Mais bien sûr, comme je viens de le dire, c'est la même danse, c'est tous les jours. Et l'Africain, il a compris cette danse-là, qui n'avance pas, qui est sur place et qui regrette même pas surtout. Raison pour laquelle le peuple africain, la jeunesse africaine a décidé de prendre le dessin en main, oui, avec la diaspora elle-même qui va intervenir. Ah oui. Ah, allô? Non, nous n'avons pas. Nous avons un éditeur qui tente de nous joindre en ligne là, mais nous allons continuer d'abord dans ce studio pour vous permettre de finir votre point de vue, et nous espérons que il nous appelait de la Caroline du Nord. Nous espérons qu'il va nous rappeler pour donner son point de vue. Vous parliez tantôt de ces dirigeants africains qui endorment, mais une fois de plus, je voudrais recentraliser les débats. Une fois de plus, le rôle, vous et moi, qui êtes de la diaspora aujourd'hui, je pense que nous ne faisions pas assez. Est-ce que lorsque les citoyens africains, une fois arrivés à l'Occident, ne se contentent pas du peu que leur offre du peu d'opportunités que leur offre l'Occident, et du coup, on oublie d'où on vient et on se contente du peu qu'on a? Oui, l'Africain d'abord, quand il vient à l'extérieur, a des bonnes idées, et il reste toujours avec des bonnes idées. Ce qui bloque un peu le développement, que la diaspora n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Allez voir ce qui se passe au port. Allez d'abord les engranger le port. Donner les prix qui est abordable pour que nous soyons prêts à exporter les marchandises au port. Pour que le peuple se sente mieux. Le port, aujourd'hui, on ne sait pas qui gère quoi. On ne sait pas qui fait quoi au port de Douala. Oui, sinon, on peut quand même revenir sur l'intervention de Rance tout à l'heure pour dire que il avait une très bonne idée par rapport à cette collaboration entre les membres de la diaspora, à savoir nous qui sommes ici, parfois nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller en Afrique, mais avec Internet aujourd'hui, nous pouvons former des ingénieurs, nous pouvons les faire inscrire aux universités virtuelles, ou alors le former sur Internet. Ça, c'est désormais possible, et c'est ce genre d'action que nous, de la diaspora, nous pouvons de façon distancée contribuer au développement de l'Afrique, et par conséquent à la déstabilisation de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, avouez-le avec moi, l'Afrique est déstabilisée. Ouais, je vous dis sincèrement, je suis de la société civile. Je connais de quoi je parle, je sais de quoi tu parles. Alors ce qui fait que les Camerounais sont prêts à le faire, ils le font même. Mais où est le champ d'action? Où est-ce qu'ils vont s'épanouir si ces gens-là sont encore au pouvoir, qui ne laissent pas à la jeunesse de s'exprimer? Alors, nous pouvons bien former cette jeunesse-là. Mais au contraire, si nous la formons et qu'elle reste encore sans emploi, ce serait une jeunesse qui serait vraiment déstabilisée. Et plus encore plus qu'avant. Tout à l'heure, nous allons prendre notre prochain auditeur en ligne. C'est mon papa Ramoir. Il s'appelle Jacob Gouni. Bonsoir Jacob, et bienvenue sur la radio africaine. Bonsoir. Oui, aujourd'hui, Jacob, nous parlons de la déstabilisation de l'Afrique, et nous pensons à quel rôle peut jouer la diaspora africaine pour le développement de l'Afrique. Il va falloir commencer par laisser les gens qu'ils puissent avoir la nationalité, y compris ce qu'ils ont déjà. Oui, ça c'est un message, c'est un message fort là, monsieur Jacob. Oui, parce que ça vaut pas la peine que tu sortes du Cameroun, par exemple, tu viens aux États-Unis et après un certain nombre d'années, tu veux rentrer, on te dit, tu ne peux rien dire parce que tu n'es plus Camerounais. C'est pas normal, ça. Tout à fait. Ça revient à ce fameux débat de double nationalité qui a fait couler beaucoup d'encre au Cameroun. Je pense que si on en revient un peu dessus, c'est un problème qui est géré
qui est gérée à double vitesse. Parce que nous avons certains Camerounais qui ont de façon officielle cette double nationalité, mais au reste du peuple, comme vous et moi, Jacob, on nous refuse cette citoyenneté parce que nous sommes retrouvés ici aux États-Unis et qu'on a aussi pris la citoyenneté américaine. Pour moi, je ne crois même pas. Quand on dit double nationalité, ça ne tient même pas bien dans ma tête. Comment quelqu'un peut avoir double nationalité? Tu peux avoir 50 nationalités, mais ça ne peut pas dire que tu as double nationalité. Et si tu étais chinois, camerounais, français et tout ça, on devait t'appeler quoi? Quadruple nationalité. Nationalité, tout à fait, Jacob. Tout à fait. Je comprends votre point de vue. Ça lance dans un autre débat étymologique de ce mot de double nationalité au Cameroun. On deviendra peut-être bannir ce mot et trouver un autre mot pour l'appeler. Mais malheureusement, je pense que c'est pour des raisons politiques. Hein. Ça, ce n'est plus à cacher. C'est pour des raisons politiques. Je ne crois pas que c'est pour la politique en tant que telle. Je crois que c'est la peur. C'est la peur de ce qu'on ne connaît même pas. Donc, une peur virtuelle alors. Les gens ont peur de ce qui n'a... Si tu lui demandes pourquoi tu as peur, il ne sait même pas. Et souvent, on dit qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Tout à fait. Parce que moi, je suis ici, je descends au Cameroun, je vais payer un terrain, on me bouffe de l'argent. Au moment où je vais aller à la police, on dit, mais tu es Camerounais ou tu es Américain? Quand on prenait mon argent, on ne m'a pas demandé ça. Hein. Ah oui. Ça... Maintenant, après, on va me dire, oh, tu es américain, tu ne peux pas payer un terrain au Cameroun sans passer par le ministère de quoi. Notre pays. Mais maintenant, la question que je voudrais vous poser, grand frère Jacob, est-ce que nous qui sommes de la diaspora, nous qui vivons à l'extérieur du Cameroun, quel peut être notre apport pour faire à ce que cette situation aujourd'hui change? Le problème que je vois, je ne crois pas que celui qui est à la présidence au Cameroun, c'est un magicien. Non. Il a compris que les Camerounais savent bavarder. On bavarde trop. Pour bavarder, on connaît. On ne doit même pas aller à l'école. On apprend ça dans le ventre de nos mamans. Oui. Le président faut bien connaître ça. Il sait que pour distraire le Camerounais, il faut seulement dire le matin que bon, j'ai arrêté le Premier ministre pour le vol. Ils vont oublier qui est président, qui est tout. Ils vont seulement... Oui, je connais le Premier ministre même. La manière qu'il faisait, c'est plus de distraction. Vous m'envoyez là, par exemple, un message pour dire que le président, bien sûrement au Cameroun, il va dire Maréchal n'a qu'à organiser ses conférences radio là-bas, ses conférences débat et faire ce qu'il a à faire, ça ne m'atteindra jamais. Mais tu as raison. Il sait que ça va démarrer ici, et regardez même les opposants au Cameroun. Si tu demandes tous les partis d'opposition là, que leurs leaders, qui disent ce qu'ils ont dit un jour qu'ils vont faire des différends de Pobia, ils vont dire que quoi? C'est chaque jour on dit power, c'est la boxe. Mais je ne comprends pas, quelqu'un se lève et dit people power. Ce n'est que sur le papier. Le petit garçon qu'on appelle à bureau, il vient, il veut parler un peu fort, on oublie pas bien celui qu'on met à terre. Tu comprends? Ah ouais, malheureusement. Mais disons que le power dont vous dites aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps, on a compris qu'il ne pouvait rien, mais on a cru en lui un moment. Hein. Ça, il faut l'avouer. Mais il a utilisé les mêmes distractions pour reprendre son pouvoir. Ah ouais. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Parce qu'une fois que les opposants ont commencé à discuter, le carton rouge coûte 15 francs, le carton noir coûte 20 francs, c'est celui qui a monté, celui qui a pris 1 million. Tout le monde a oublié Paul Biya et puis c'est devenu la guerre entre eux-mêmes. Pourquoi ils ne devaient pas rester au pouvoir? Ah ouais. Pourquoi? Ils devaient rester au pouvoir. Si c'est moi-même, je resterai. Je vais faire comment? Tout à fait. Je vois les gens en train de tourner. Le Frundi accuse Paul Biya d'avoir mis 32 ans au pouvoir. Lui-même, il a mis combien de temps? S'il était président, peut-être il faisait même 64. Je pense que votre point de vue est très justifié, Monsieur Jacob, très justifié parce que Frundi même n'est pas le seul. La plupart de ces présidents de partis d'opposition au Cameroun, on a vu qu'ils n'ont jamais changé de président. Si on prend les SIF, si on prend l'UNDP, si on prend l'UFDC, tous ces partis d'opposition, hein, ils ne prêchent pas par exemple pour de renouvellement.
Tu vois, je vais vous dire quelque chose, j'ai compris. La génération Bia est protégée par notre génération qui travaille dans le gouvernement. Parce qu'ils sont tellement corrompus jusqu'à... Ils ne veulent même pas que Bia quitte le pouvoir. Non. Si Bia quitte, ils ne vont plus avoir... Les gens volent de l'argent, ils ne savent même pas quand ils vont dépenser. Dis-moi quelqu'un qui rentre chez lui chaque jour avec 1 million de chocos, comme on appelle au pays. 1 million. Ça, en un an, il a presque 300 millions. Ouais. Il va manger 1 million par jour. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais il va en Europe, il va ouvrir un compte. Demain, il meurt. Même ton fils ne connaît même pas là où il a mis l'argent. Oui, nous avons une invitée au studio qui voudrait, par exemple, vous poser une question, Monsieur Jacob, comme nous vous avons en ligne. Il s'appelle Monsieur Claude. Allô, Monsieur Jacob. Bonsoir, Monsieur Jacob. Oui. Ouais, je voulais savoir, quelles sont les solutions? L'opposition? Non, les solutions que vous devez trouver pour que... Les solutions au Cameroun, mais je ne sais pas, peut-être il va falloir que Jésus vienne une deuxième fois et qu'il tombe au Cameroun pour que les choses changent. Vous avez créé alors l'aéroport au Cameroun, comme ça si Jésus vient, vous devez le lobby pour qu'il vienne, qu'il descende à Douala. Parce que sinon, ce n'est que la mort qui va arranger cette situation. On ne peut rien. Les Français ont déjà mis la barrière au Cameroun. Chaque fois, comment un pays qui est bloqué par son argent, un pays qui paye, je ne sais pas moi, combien d'argent chaque année. Oui, Jacob, c'est vrai. Jacob, excusez-moi, c'est vrai, nous avons compris. Mais il faut trouver les solutions, parce que nous avons besoin de solutions pour avancer. Bon, sans solution, nous ne pouvons pas avancer. Nous avons les solutions. De façon complémentaire à ce que Claude dit, ça veut donc dire que, Monsieur Jacob, vous et moi, nous allons donc rester ici à Washington et mourir ici, oublier ce Cameroun. Non, je n'ai pas dit ça. Mais si quelqu'un veut mourir, il n'a qu'à mourir. Mais je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que il faut la sensibilisation. Ok. Et moins de distractions. Parce qu'il suffit seulement que les Camerounais s'asseyent pour vouloir faire quelque chose de bien. Et quelqu'un dit que l'autre là est un soulard. Ils oublient ce qu'ils parlaient et comment on a traité le problème du soulard pendant 1 an. Pendant que le projet qu'ils avaient devant eux est abandonné. C'est pas comme ça. Les Camerounais doivent sensibiliser les frères camerounais. Si les gens au Cameroun ne peuvent pas faire ça, nous pouvons faire ça ici. Nous avons le YouTube, on peut... Vous regardez ce que vous êtes en train de faire, c'est un bon départ. C'est déjà un très bon départ. Merci. Mais c'est un très bon départ. Et les gens ne vont même pas se demander qui soutient même cette radio. Tu leur dis d'écouter même pour rien, ils ne veulent même pas. Ah ouais. Bon, Monsieur Jacob, c'est un privilège de vous avoir aujourd'hui et on vous le connaît pour le plaisir de nos auditeurs et ils vous le connaissent, très grand musicien qui a prouvé, qui a beaucoup prouvé du côté du Cameroun, du côté des États-Unis, et également le soutien que vous faites aujourd'hui pour les jeunes africains qui émergent du côté des États-Unis. Alors, Monsieur Jacob, est-ce que vous pouvez une fois de plus nous dire si musicalement parlant vous avez encore des projets présents, ou alors vous investissez plutôt sur la jeunesse maintenant? Non, j'ai des projets. Là où je suis même en studio. Mais il y a une chose qui me sépare avec mes frères camerounais. Le problème de faire le disque est sorti aller peut-être au day ou un anniversaire pour déranger les gens qui sont en train de s'amuser, et j'ai sorti mon album, mais s'il te plaît, il faut payer. Ça, c'est des histoires, ça. C'est des histoires, ça. Ouais, tu laisses les gens aller s'amuser comme ils veulent, ne viens pas les déranger avec ton CD. Il y a une façon de vendre les CD. C'est comme tu amènes l'hôpital dans un bar. Même les malades qui sont là vont fuir. Tout à fait. La musique camerounaise aujourd'hui est devant des problèmes que même, heureusement que je suis en train de parler avec Sam Fantoma actuellement là. Parce que les gens croient que les Camerounais sont méchants, ils ne veulent pas payer le disque. Non, les Camerounais veulent payer le disque. Ils veulent payer. Mais ne me dis pas que sur une rue à Aqua où tu as peut-être 100 garçons qui se lèvent le matin, 80 n'ont pas de boulot, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour payer le loyer à la fin du mois, peut-être 15 000. Tu lui dis de payer un CD à 2500 ou à 2000. Il ne peut pas.
il doit aller chercher à 300 francs ou 400. Mais la matière première, tu peux aller au Nigeria avec 150 francs. Tu peux fabriquer un CD déjà avec photo, tout et mettre sur le marché. Pourquoi au Cameroun c'est pas comme ça? Pourquoi au Cameroun c'est cher? Tu es sûr que si on vend les CD au Cameroun à 300 francs officiellement, donc on dépense 50 pour faire un CD, on vend à 300. Et on a 20 millions de Camerounais. Si ce n'est que 100 000 qui payent ton CD à 300 francs, c'est combien il a fait? Même si le musicien à 50 francs, ça lui fait 50 millions. Tout à fait. Mais oui, si tu vends 500 CD au Cameroun, on dit que tu as fait disque d'or, ou selon noir, ou c'est quel genre d'or, comme me parle, je comprends pas. C'est ça le marketing. J'ai dit à Sam Fantoma, à chercher tous les policiers de Douala, aller suivre les gens au quartier, ça ne va rien à vous dire. Les gens vont toujours aller là où c'est moins cher. Tout à fait. Il faut chercher à répliquer les disques au Cameroun. Il ne faut plus dupliquer. Il y a une différence entre duplication et réplication. Tout à fait, tout à fait. Ouais, il a compris. Il faut trouver des moyens pour que le gouvernement laisse de côté des impôts qu'on met sur le disque fabriqué au Cameroun. Et puis, vous commencez à avoir la matière première moins chère. Comme ça, quelqu'un va juger que payer un CD piraté 300, payer l'original 300, je préfère l'original. Tout à fait. C'est tout ce qu'il faut faire. Tout à fait, tout à fait. C'est faisable, hein, c'est que je dis là. Non, vous avez même très bien développé cela. C'est faisable, puisque vous avez expliqué la possibilité et la faisabilité de cela. Vraiment, Jacob, c'était un plaisir de vous avoir. Merci et nous attendons très très prochainement votre produit sur lequel vous êtes en studio en ce moment. On sait comment vous savez faire de bonnes choses. Merci beaucoup. Thank you very much. I wish you a wonderful new year. Thank you so much, Jacob Goni. All right, sir. Bye. Ben, nous avons eu comme ça notre compatriote Jacob Goni qui est musicien patenté. Il a formé aussi beaucoup de jeunes ici. Nous revenons dans ce studio et nous allons prendre la deuxième ponctuation musicale. Une fois de plus, toujours avec notre musicien du jour, Alpha Blondy, dans son titre intitulé When I Need You. When I need love, hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm, not a leak. When I need you, I just close my eyes, and you're right here by my side, keeping you warm, night and day. I just hold out my hands, and I hold out my hands, and I'm with you, darling. Yes, I'm with you, darling. All I wanna give you, it's only a heartbeat away. When I need, oh, I need you. I just hold out my hands, and I hold out my hands, and I reach you, baby. Studio presque à la fin déjà pour les annonces publicitaires en ce moment. Nous avons le 7 mars déjà Manibela qui est annoncé dans un méga concert ici à Washington DC. Manibela et Cambi Briand en live avec le groupe Lance Band qu'on ne présente plus. Ce sera un spectacle inédit. Est-ce que vous connaissez Cambi Briand, monsieur Claude? Alors bien sûr, Camille Briand, c'est un ancien musicien au Cameroun qui a fait ses pas et puis ici aux États-Unis. Il est connu très bien par ses belles mélodies, par exemple Masoma na Bignon et Abonabamio et Nyengepe na Bignon. Oui, donc le 7 mars, très chers auditeurs à Washington DC, ce sera
un concert live. N'hésitez pas, les tickets sont en vente à partir de lundi prochain et les points de vente vous seront communiqués sur les réseaux sociaux et également à partir de Cameroun Vibe Radio. Vous aurez sûrement d'amples informations. Nous avons promis de faire venir les organisateurs de ce spectacle dans cette salle avant le 7 mars pour vous donner d'amples explications. Nous allons revenir sur notre thème du jour qui était la déstabilisation de l'Afrique. Quel rôle peut jouer la diaspora? Nous avons eu plusieurs intervenants, à savoir Monsieur Rons qui nous a appelé et qui a fait une participation très constructive. Nous avons également eu notre frère Jacob Gouni. Nous attendions dans ce studio le docteur Amoulkel qui est géostratège des politiques africaines. Malheureusement, il n'a pas pu se retrouver ici au studio. Mais nous avons aussi eu Monsieur Claude qui est membre de la société civile et qui est là. Alors Monsieur Claude, par rapport à ce thème débattu aujourd'hui, si je vous demandais votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, ce serait de nous mobiliser, que le combat est presque gagné, puisque nous voyons les résultats déjà qui sont à l'horizon. Par exemple, la chute de Blaise Compaoré, le barrage que nous mettons à Boko Haram, de déstabiliser le Cameroun, c'est déjà une victoire. Tout à fait. Donc, nous voyons quand même des actions qui sont posées pour stopper cette déstabilisation. Bien que, précisons-le, bien que ça ne vienne pas forcément de la diaspora, oui. Mais déjà, il y a des actions que déjà même au niveau de la jeunesse africaine, au niveau des gouvernements, les actions sont prises pour arrêter cette déstabilisation de l'Afrique. Mais ce qu'il faut encore faire, c'est que la diaspora se joigne pour arrêter cette déstabilisation. À la présentation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis votre humble serviteur. À la mise en onde, il s'appelle Divine. Les musiques ce soir nous ont été proposées par Didier Nascour. Merci à tous et à très prochainement pour une nouvelle édition de Follow Me. Dans vos dédicaces oreilles, je suis votre humble serviteur, le maréchal Tiano, l'homme à la voix chromée, caramélisée et aromatisée. Rayez les mentions inutiles. Bonsoir et à la prochaine édition. Ciao. Wow, no makwala ndenje, yeah, no malongo ndenje, no mabele, ne misima, no panga miti mabobe, no maleye, ne mundina, bolondite bonimele. Boti matimba pendosa na dubena yeye longi e mapele de musango dolo ema umane ni mama batu bense Timbea na
nyabo Nese matiti tolambo Ye 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 Mudinende wakasango Nakubena Elongi Ema belende musango Ndolo ema Kurumane Ile mama batu bese Osikima Osidumba Osikangane ni wasi Etitipon Nyamotomo